Bienvenue dans ce nouveau point de marché, c'est Riquet. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux différents éléments, raisons principales qui ont entraîné la chute des marchés ces derniers jours. J'en ai fait un petit résumé sur mon canal Telegram. Je vous invite à nous rejoindre, c'est bien évidemment ouvert à tous. Vous avez le lien qui est en description. D'ailleurs, j'en profite juste pour dire que sur ce canal Telegram, je partage des vocaux régulièrement, des performances de certains traders. Bien évidemment, je vous partage aussi des plans comme j'ai pu faire sur le Bitcoin dernièrement, des exercices aussi. Donc, venez vraiment nous rejoindre. Il y a plein de choses qui vous y attendent et ça vous permet de progresser, d'avoir mes bons conseils, retours d'expérience, petites anecdotes de marché, ce qui est toujours un plus pour la bonne compréhension de ces derniers. Donc, voyons ensemble ce qui a finalement engendré cette chute brusque sur les marchés financiers. Alors comme j'aime le dire avant qu'on aille plus loin, souvent les marchés paniquent et ensuite réfléchissent. Donc on va essayer, nous, non pas d'anticiper ce que les marchés vont faire puisque c'est absolument impossible, mais de se poser des questions concrètes sur est-ce que ça a un réel impact ou pas, est-ce qu'on est vraiment au bord d'une récession comme on l'entend ces derniers temps, en essayant de s'appuyer sur différents graphiques et éléments tangibles. Premier point de l'actualité, alors pour info, j'ai parcouru plusieurs articles, j'ai fait quelques prises de notes pour essayer d'en faire un condensé, de vous apporter tout ça. J'ai noté ici les principales informations, il y en a peut-être qui manquent, bien entendu, n'hésitez pas à compléter en commentaire si vous avez des infos supplémentaires. Donc premier point, c'est effectivement on a une chute historique de la bourse de Tokyo hier avec la pire journée, avec une baisse de 12,4% du Nikkei, ce qui est absolument énorme, hein. En réalité, on n'avait vraiment pas vu ça depuis tout simplement un record depuis 87, ce qui montre aussi la brutalité et la correction du marché. Alors souvent on me dit oui, ça peut pas faire plus de moins de temps. Oui, c'est très rare, mais l'impossible n'existe pas et on va voir à mon avis qu'on est dans un marché où finalement la moindre goutte d'huile sur le feu peut vraiment embraser ces derniers et on se retrouve dans des configurations telles qu'on a pu le voir sur le Japon qui par ailleurs a un impact de facto sur l'ensemble des marchés mondiaux. On a quelques inquiétudes également sur l'économie américaine avec un rapport du Bureau of Labor Statistics, donc Bureau du Travail, on peut le voir ainsi, qui montre un taux de chômage élevé depuis octobre 2021 et je vous fais passer directement à la chose suivante, c'est que le chômage s'est élevé à 4,3% en juillet contre 4,1% en juin. Alors cette information, je pense qu'on peut la pondérer et essayer d'en discuter un petit peu. Le fait qu'on ait augmenté de 0,2 n'est pas un drame en soi. Pour moi, c'est pas ça qui va expliquer uniquement le fait qu'effectivement, ça y est, c'est la catastrophe. Ce qui va par contre être un petit peu plus gênant à ce niveau-là, c'est ces informations qu'on peut observer. Ici, vous avez l'évolution du taux de chômage du côté des États-Unis et vous le voyez qu'on est quand même depuis 2023 sur une pente ascendante. Et ça, c'est ce que je partageais avec les membres de l'accompagnement Capital 100K hier. C'est pas forcément une bonne nouvelle quand on regarde finalement après des baisses de taux de chômage ce qui s'est passé sur les marchés. Bien évidemment, ici on a vu un pic énorme parce que c'était le Covid et j'ai envie de dire chômage forcé avec tout le monde avec le masque sur la tête et bloqué chez soi. Maintenant, on peut aussi observer que la précédente phase où on avait du taux de chômage qui avait largement baissé, augmenté, eh bien c'était sur la période 2007-2008 qui a précédé la crise des subprimes. Et la précédente encore, eh bien c'est la période de 99 et surtout 2000 où finalement on a eu la crise de la bulle Internet. Et tout ça laisse à penser qu'effectivement on est peut-être dans ce même scénario avec l'expansion de l'IA, avec ces potentielles crises qu'on a effectivement. Alors on ne va pas parler de crise au Japon, je vais y revenir dans un instant, mais peut-être la Chine qui rencontre quand même des difficultés depuis un moment. On ne peut pas considérer que l'Europe soit aussi dans une santé de fer. Et donc attention parce qu'effectivement, et on avait d'ailleurs aussi exactement le même scénario ici dans les années 90, rappelez-vous, pour ceux qui y étaient. Alors moi j'y étais pas, mais quand on connaît un petit peu l'histoire des marchés, on sait que ça a pu jouer. Et bien finalement, c'est toujours les moments où, d'ailleurs on va le rajouter, le SP500 a connu de jolies corrections. Alors il faut juste que je trouve un avec suffisamment d'historique, ce qui n'est pas toujours le cas. On va faire une nouvelle échelle de prix pour que ça soit un peu cohérent. Vous voyez, j'ai pas suffisamment de données. Alors si je trouve pas, c'est pas très grave, on verra sur un autre. Il n'a pas voulu me le mettre celui-ci. Ok, c'est que c'est exactement le même. Bon, peu importe, je ne vais pas le mettre, mais amusez-vous à trouver un graphique que vous pouvez superposer et vous verrez qu'effectivement, on a des fortes baisses du SP500 au moment où le chômage a augmenté. Donc ça peut faire un petit peu peur à bien évidemment, à nos marchés et à nos opérateurs. Ensuite, croissance de 2,8% au deuxième trimestre après 1,4% au premier trimestre. Ça, c'est un point qui est quand même important sur la croissance parce que je trouve qu'on est trop en train d'anticiper une récession sur les marchés financiers. Vous l'avez déjà peut-être entendu. Pour qu'il y ait récession, il faut qu'on ait un PIB qui, pendant 2 trimestres consécutifs, soit négatif. On en est
très loin. On en est très très loin. Et donc je pense qu'on est plutôt dans une ambiance de peur, on est dans une ambiance de surréaction dans laquelle les médias aiment énormément nous plonger et donc nous faire paniquer. Nous, je pense que ce qui est important, c'est de constater ce qu'on a, sachant que les informations, je le dis quand même, qu'on a, c'est toujours en décalé, hein, puisque c'est sur les périodes passées, donc c'est jamais un instant T, et surtout sur les prévisions que le marché peut avoir. Oui, le marché peut nous prévoir des catastrophes, hein. Vous savez, comme je le dis souvent, sur YouTube et dans d'autres médias, vous avez des tas et des tas d'économistes qui nous prévoient la fin du monde depuis des années et des années. Comme je l'ai dit également dans mon vocal précédemment, j'ai, pour ma part, à ma toute petite échelle, hein, j'ai vu le Brexit, j'ai vu comment dire, le Covid, j'ai vu Trump, j'ai vu, alors que ce soit une bonne ou mauvaise nouvelle, hein, vous en jugez, peu importe, mais j'ai vu les élections américaines, j'ai vu la guerre en Ukraine, on a vu récemment le conflit au Moyen-Orient, et malgré tout ça, il y a encore quelques semaines, on était sur les derniers plus hauts. Donc oui, tous ceux qui annoncent la crise, il y a un moment, effectivement, elle aura peut-être lieu, nous sommes d'accord. Maintenant, si à chaque fois on essaye de parier contre les tendances de fond que le marché a et qui sont quand même toujours très haussières, pour moi, c'est un peu se mettre une épine dans le pied. D'autres éléments importants qu'on a eu, concernant effectivement la situation économique, c'est celle du Japon, qui est touchée d'une part par le ralentissement américain, mais pas seulement. C'est surtout son principal marché d'exportation. Effectivement, on a un léger ralentissement américain. On nous parle du marché de l'exportation, ok. Moi, je pense que ce qui a causé surtout du tort, c'est effectivement cette surprise du côté de la BOJ qui a décidé de réaugmenter ses taux. Pareil, jetons un petit coup d'œil à un graphique. Regardez, hein, depuis 99, on n'avait quasiment pas eu des taux aussi hauts. Alors, il y avait eu cette période ici en 2008, ce qui fait quand même 15 ans qu'on n'avait pas retrouvé des niveaux aussi, entre guillemets, importants, puisque faut quand même considérer qu'on était sur des taux négatifs jusqu'à il y a encore début d'année, grosso modo. On est à 0,25. Effectivement, ça joue un rôle, cette prise de décision, pour plusieurs impacts. Le premier, c'est pour ce que je vous avais parlé dans la stratégie de carry trading d'un moment d'investisseurs et d'institutionnels. Le carry trading, ça consiste en quoi? Ça consiste à emprunter une monnaie peu chère. Donc, il y a encore peu de temps, le JPY, hein, puisque vous le voyez, on avait même des rendements négatifs. Donc, on empruntait du JPY, on créait finalement du JPY, ce qui fait que quand on augmente la valeur, enfin la quantité de JPY, bah, ça fait baisser sa valeur. Et avec ces JPY, on allait s'acheter par exemple du dollar, hein, puisque monnaie forte actuellement. Donc on allait échanger contre du dollar de l'USD, hop, du dollar. Et avec ce dollar, on pouvait faire plusieurs choses. Aller se positionner sur des rendements obligataires intéressants, puisque les taux étaient en train d'augmenter jusqu'alors, en tout cas du côté de la Fed des États-Unis. Et puis ou alors, sinon, aller surfer des marchés qui étaient porteurs avec une valeur qui est forte, le dollar, sur par exemple les marchés de l'IA ou toutes les autres actions de la tech. La problématique dans laquelle on se retrouve, c'est que ce JPY qu'on a emprunté à taux pas cher, il va falloir venir le rendre, mais c'est surtout que le dollar commence à se dévaluer un petit peu. Alors attention, hein, toute proportion gardée, mais si on en comprend un peu ce qu'il en est, il se dévalue puisqu'on a une baisse des taux qui est attendue à compter de septembre et voire plusieurs baisses de taux successives face à un JPY qui semble avoir adopté une attitude tout à fait différente et qui devrait maintenir ses taux, voire continuer de les augmenter puisqu'on se rapprocherait enfin d'une inflation à 2% du côté du Japon, qui n'est pas du tout dans le même contexte économique que nous, hein, puisque eux, ils luttent à faire du 2% d'inflation. C'est pour vous dire les écarts. Donc de fait, si le JPY devient plus cher à emprunter versus un dollar qui l'est moins, alors on va avoir aussi des sorties et des prises de bénéfices grâce à ce JPY qu'on avait emprunté pour tout simplement faire le chemin inverse, rembourser, si je peux le dire et schématiser de manière très vulgaire, ce JPY qu'on avait emprunté. Et donc forcément, eh bien, quand on revient dans l'autre sens, on vend des dollars contre du JPY et c'est ce qui explique aussi à la baisse du dollar. On va aller y jeter un œil contre le JPY ces derniers temps, qu'on a pu voir et observer ici, à ce niveau-là, vous le voyez. Alors là, je suis en mensuel, mais on le voit bien depuis plusieurs jours, hein, on voit quand même qu'il y a une grosse décorrélation depuis ici le 11 juillet, donc en un peu moins d'un mois, on a perdu quelque chose comme 10% de valeur du dollar contre le JPY. Donc c'est quand même pas rien d'avoir ça en tête et c'est important bien évidemment de le comprendre puisqu'on a donc aussi des sorties et des rotations de capitaux. Et pourquoi alors finalement le Nikkei n'en profite pas, les entreprises japonaises? C'est bien tout simplement parce que le Japon compte énormément sur ses exportations. La hausse du yen japonais nuit aux exportations japonaises, affectant des entreprises comme Toyota et Honda, puisqu'elles vendent en JPY. Et quand le JPY augmente, eh bien de facto, ça fait
monter les prix des constructeurs automobiles que j'ai dans l'exemple ici, Toyota et Honda, mais de manière plus large sur tous les produits japonais. Et donc ces entreprises, bien qu'encore largement bénéficiaires, hein, malgré ce que le Nikkei a pu corriger dernièrement, on est dans des craintes où effectivement si le yen japonais augmente, ça rend plus cher les produits exportés et donc c'est pour ça que les marchés anticipent une potentielle baisse des résultats. Encore une fois, est-ce que c'est vrai ou une surréaction? Peut-être quand même une surréaction. Il y a une prise de profit qui se fait, une peur de l'avenir. On dit JPY qui augmente. Hein. Rappelez-vous, quand on avait les taux directeurs qui ont commencé à augmenter du côté des États-Unis en 2022, on avait eu un petit peu, je vais me remettre dessus, attendez, j'avais eu un petit peu le même phénomène du côté du SP500. On va essayer de le voir ensemble. Hein, quand en 2022 ici, pardonnez-moi, je suis en 2024. On va essayer de revenir un petit peu plus loin. Voilà. On avait eu la hausse des taux qui avait commencé à être amorcée ou en tout cas qui était prévue. On s'attendait au pire puisque entreprise non compétitive. Et puis finalement, on a vu que c'était pas si catastrophique que ça. Et puis comme tout temps, hein, j'ai envie de dire, les marchés ont fini par retrouver leur tendance haussière. Alors ça peut durer plus ou moins longtemps, mais je pense que c'est important à avoir à l'esprit. Et on se retrouve effectivement dans cette politique où désormais, eh bien, on est reparti à la hausse. Dans le Japon, on est peut-être au début de cette phase finalement, avec la peur de l'augmentation, avec la BOJ qui va peut-être renforcer drastiquement après 15 ans, comme on l'a vu, de politique monétaire ultra accommodante, qui va venir renforcer sa propre politique et donc voir des marchés qui montent, enfin plutôt du yen japonais qui monte au dépit des autres monnaies et donc du Nikkei. Ça, c'est ce qu'on verra pour la suite. Et en parallèle, on a bien évidemment des entreprises américaines qui ont un peu déçu, donc ce qui vient rajouter un peu d'huile sur le feu. On a également l'activité du côté de la Chine qui est quand même pas terrible, ce qui n'aide pas d'ailleurs au Japon et qui n'aide pas d'ailleurs aussi les principales valeurs du luxe français. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, puisque je vous le rappelle que le top 5 des entreprises françaises est quasiment composé de luxe qui représente 40% et bien, tout simplement de la performance du CAC 40 et qui est extrêmement exposé au marché chinois et quand celui-ci ne va pas très bien, forcément l'activité ralentit et il y a de la crainte sur les marchés et quand il y a de la crainte, il y a de la peur, quand il y a de la peur, il y a des ventes et quand il y a des ventes, on se retrouve dans des potentielles accélérations baissières comme on a pu l'observer. Voilà ce on peut en tout cas en déduire, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur le canal Telegram si vous voulez suivre un peu plus l'actualité pour aller un peu plus loin que vos simples graphiques et puis comme ça nous permet de progresser ensemble. J'ai hâte d'avoir vos retours, n'hésitez pas à me partager votre vision en commentaire et moi je vous dis à très vite pour un prochain point de marché. Ciao.